d'une classe de droit international public et droit international humanitaire qui est dirigée par Madame Cynthia Pietri, je ne sais pas où elle est. Voilà. Et donc, dans le cadre de cette classe, on voyait, on est en train de voir les différentes conventions qui s'appliquent en temps de guerre et qui s'appliquent en tout temps, qui est le droit international public et le droit coutumier. Et donc on essayait un peu de faire la distinction entre ces différentes situations de guerre et de paix, mais aussi comment les États peuvent réussir à contourner les différentes conventions qui sont en vigueur par rapport aux droits de l'homme, comment les États peuvent contourner ces conventions d'une manière totalement légale. Et donc on avait pris le cas, le cas de Guantanamo comme étant un contournement légal par rapport à un système bien établi qui justifie la détention abusive, qui justifie la torture légalement, en totale contravention avec les traités internationaux des droits de l'homme. Donc c'est dans ce cadre-là, dans cette classe que l'on donne la bienvenue à Monsieur Sassi. Alors j'ai, en préparant donc le cadre légal un petit peu de la mésaventure de Monsieur Sassi entre ici l'Afghanistan, le Pakistan, Guantanamo et le retour en France, eh bien j'ai quelques points desquels je pourrais parler et puis après quelques questions qui pourraient émaner auxquelles M. Sassi pourrait répondre. Donc premièrement, en lisant donc, le livre de M. Sassi, c'est Prisonnier 325 à Camp Delta, donc, qui explique un petit peu ce cheminement entre Vénissieux, le Pakistan, l'Afghanistan, et Guantanamo et la France. Eh bien, il y a pour moi, il y a 4 points qui sont essentiels. Le premier, c'est l'omniprésence de ce que Hannah Arendt appelle la banalité du mal. Donc, comment est-ce que l'on peut, quelque part, justifier légalement la torture et la détention abusive, mais comment il y a toujours un cadre dans lequel on essaye, en tant qu'administration, dans lequel on essaye de s'établir et d'évoluer. Alors je prends par exemple, pour moi ce qui m'a sauté aux yeux évidemment ce sont les mauvais traitements mais aussi la malveillance. Toujours l'idée de revanche qu'il y avait par rapport au traitement que vous avez subi de la part des soldats, la négation des soins médicaux aux détenus blessés dans beaucoup de camps de détention américains, que ce soit en Irak ou en Afghanistan ou bien sûr à Guantanamo, les détenus blessés n'étaient pas nécessairement soignés et restaient avec des plaies béantes pendant des jours sans vraiment aucun soin. La signature des... Alors, on avait une négation des soins médicaux, mais aussi une signature de papier officiel. Quand vous êtes parti de Kandahar, vous avez signé quelque chose par rapport aux déclarations que vous aviez faites. Après, en sortant de Guantanamo, surtout, on vous a fait signer un papier qui disait que vous n'alliez pas poursuivre les États-Unis. Donc, pour moi, c'était quelque chose de très intéressant au niveau légal, de toujours trouver un cadre, mais quelque part des exactions, un cadre au milieu de ces exactions. J'aimerais qu'on vienne aussi sur l'impact qu'a eu le CICR pour vous et de leur visite, et comment ça vous a ça vous a redonné espoir et ça vous a redonné envie de vivre pendant ces années difficiles. Je dirais que ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet du livre, qui pour moi était intéressant, c'est la négation de la présomption d'innocence de la part des autorités françaises. Il faut savoir que quand les détenus de nationalité anglaise sont revenus en Angleterre, ils ont été indemnisés à la hauteur de un peu plus d'1 million de livres sterling chacun. En France, quand M. Sassi et M. Belchani et d'autres sont revenus, on les a emprisonnés directement. Et ça on va en reparler. Pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que les personnes qui ont envoyé M. Sassi, ou la personne qui a envoyé M. Sassi en Afghanistan, était surveillée des services de sécurité en France. Fichier S, à l'époque, ça n'existait pas. Et quelque part, on a quand même laissé M. Sassi partir. Et pour moi, ça s'apparente à une non-assistance à personne en danger, quelque part. Donc on voit comment aussi la France, pendant le séjour des détenus français à Guantanamo, cherchait à les exfiltrer.
ils se disaient ces gens-là ont dû faire des mauvaises choses en France, on va les extrader parce que ce sont des criminels. Mais dans le cas de M. Sassi, eh ben, il avait un casier judiciaire vierge. Donc, au lieu d'essayer de le faire sortir parce que c'était un ressortissant français soumis à une détention abusive, eh ben, ils ne l'ont pas fait sortir parce qu'il n'y avait pas d'extradition possible. Donc là aussi, au niveau légal, c'est quelque chose de très intéressant et quelque chose, qui n'est pas nécessairement l'approche judiciaire qu'auraient pris d'autres pays, comme l'Angleterre par exemple. Je dirais que donc lorsque M. Sassi est revenu de Guantanamo, il a tout de suite été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste et continue à essayer de, au niveau légal, essayer d'annuler cette condamnation qui était basée en fait sur un interrogatoire qui avait été établi dans des conditions de torture à Guantanamo. Il faut savoir que la DST française est venue à Guantanamo interroger M. Sassi et quelque part que les preuves qui ont été utilisées dans ce cas en France ont été obtenues sous la torture à Guantanamo. Donc je dirais ce qui m'intéresserait aussi d'évoquer aujourd'hui, c'est la phase de plaidoyer. Comment le frère de M. Sassi, Ayman, a travaillé pour sa libération au fil de toutes ces années et comment le plaidoyer est très important quand on est face à ces violations des droits de l'homme. Le rôle des avocats, la présence médiatique et la visite aux États-Unis du frère de M. Sassi. Le quatrième point, dernier point, la phase de reconstruction et le volet judiciaire. Il y a deux affaires en cours. Une affaire à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un recours contre la France de M. Sassi et d'autres détenus. Recours contre la France par rapport à la condamnation sur base d'informations recueillies par la DST, violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, donc qui se génère à la torture et au procès équitable. Et une plainte au tribunal, donc ça c'est le deuxième volet judiciaire, plainte au tribunal et constitution de partie civile pour détention abusive, qui a été déposé au tribunal de grande instance de Paris. Et ce qui est très intéressant, c'est que le directeur de Guantanamo, M. Geoffrey Miller, vient d'être convoqué a été convoqué par les autorités françaises pour témoigner dans ce cas-là. Évidemment, il n'y a eu aucune réponse, mais c'est un cas qui fait jurisprudence parce que ce n'est pas la première fois, mais par rapport à ce cas précis, c'est la première fois que des autorités du camp de Guantanamo ont été, que l'on reconnaît une possible responsabilité personnelle. Donc voilà, je vais laisser M. Sassi répondre un petit peu à ces points et puis peut-être répondre à vos questions. Je vous remercie. Déjà bonjour à tous. Bonjour. Je vais aller super vite parce que je n'aurai pas de temps de reprendre toute mon histoire, il m'aurait fait énormément de temps. En Guantanamo, comment ça s'est fait? Pour comprendre Guantanamo, c'est les autorités américaines après 2001 ont acheté des gens en Afghanistan, en Pakistan, et il leur fallait un endroit où les mettre. Aux États-Unis, sûrement pas, parce qu'aux États-Unis, si on était amené aux États-Unis, on était libéré sur champ. Et si on était hors des États-Unis, on serait considéré comme prisonnier de guerre, donc on tombait sur les conventions de Genève, donc forcément on a été pareillement libéré. Donc ils ont réfléchi sur la meilleure stratégie à adopter, c'était de trouver un endroit qui n'est pas les États-Unis et qui n'est pas couvert par la convention de Genève. Et Guantanamo tombait super bien parce que c'est une base américaine qui a été louée à l'époque par les Américains aux Cubains et qui n'a pas été remis dès que le bail arrive à terme, ils n'ont pas restitué la base, ils l'ont gardé, donc forcément ce n'était pas les États-Unis et en même temps ce n'était pas couvert par la convention de Genève. Donc ils ont décidé de transférer tous les détenus là-bas. Et en même temps, ils ont adopté une série de lois aux États-Unis sur le paquet de route, donc c'est du domaine juridique, je ne comprends pas dedans. Et ils nous ont inventé un statut de détenu combattant, ou d'ennemi combattant, on n'a plus le terme en anglais. Donc du coup, ça représentait quoi pour nous? Ça représentait en fait à peu près, il y a eu des personnes, grosso modo, qui sont passées là-bas, qui arrivent à Guantanamo et qu'ils
n'ont absolument aucun droit. Donc on en reconnaît pour arriver là-bas, sur place, bon, je vais parler des mauvais traitements, donc je pense que la plupart des gens savent ce qui s'est passé à Guantanamo. En termes de droit, on a eu un discours du libéral en place arrivé qui disait que c'était lui qui était tout pour nous. C'est-à-dire que c'est lui qui représentait, qui était à la fois notre garde et notre, comment dirais-je, tout passait par lui. C'est-à-dire que lui il représentait tout, la justice, tout était lui. Donc on a compris ça, grosso modo on arrive là-bas. Après, moi j'ai passé 30 mois là-bas. Ça permettait aux Américains d'avoir un temps illimité pour pouvoir faire des interrogatoires. Et des interrogatoires, pas forcément pour alimenter une enquête. Mais pas dans le but absolument pas dans le but d'alimenter les enquêtes en vue d'un procès, c'était vraiment que du renseignement. Donc ils avaient des gens qui ne connaissaient absolument pas, donc ils avaient des informations qui venaient de tous les pays du monde, en l'occurrence la France pour moi. Et ils ont reçu des délégations 3 fois. Les services spéciaux français sont venus sur place, ont ramené des informations avec eux, ont alimenté des enquêtes en cours en France, qui n'étaient pas en cours en France, pour alimenter des enquêtes en France, et pour donner des renseignements, mais on était inconnus au bataillon. Forcément, ils n'avaient rien à apporter sur nous, parce qu'on n'était rien. Mais il y avait cette notion de temps, de durée, et d'interrogatoire illimité avec tous les moyens possibles. C'est-à-dire que à Guantanamo, les Américains avaient fait pour tout. Si jamais ils estimaient que vous êtes quelqu'un d'important, que vous êtes susceptible d'avoir des renseignements qui sont intéressants pour les États-Unis, ils ont feu vert. Et en l'occurrence, avec le fameux général Miller qui leur a vraiment donné tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'ils avaient, et ça peut aller du fait de vous donner à manger, jusqu'au fait de vous priver de sommeil, et dans l'absolu, la torture physique. Il y avait 2 sortes de torture. Il y avait la torture physique et la torture psychologique. La torture physique, c'est connu, donc c'est sorti beaucoup un peu dans les médias, tout le monde sait à peu près ce qui s'est passé. On a des photos, les fameuses photos d'Abu Ghraib, c'est ça. Abu Ghraib, c'est Miller qui transfère les techniques qui ont été faites à Guantanamo, qui les transfère en Irak. Mais après, il y a la torture psychologique. Donc ça, c'est autre chose. Pour moi, personnellement, c'est ce qui a été le plus pénible. Parce que la torture physique, quoi qu'elle est, c'est-à-dire qu'à un moment, elle va se finir, même si on vous torture, même si on vous coupe, même si on est en train de vous entailler, à un moment, ça va se finir. Mais la torture psychologique, elle, ça se finit. Le matin, vous vous levez avec, et le soir, vous dormez avec. Et le but, c'est de ne pas craquer là-bas. C'était un combat contre soi-même. Et tout ça, toute cette gamme de procédés qu'ils avaient, les Américains, pour pouvoir arriver à leur fin. Grosso modo, avec moi, ils n'avaient rien à gratter. Donc, après, avec les autres, soit les Saoudiens ou les Yéménites, qui pensaient qu'ils pouvaient peut-être entamer des renseignements. Donc, ils ont tout mis en place. Privation de sommeil, torture physique, c'est-à-dire les mauvais coups, les harcèlements. Et j'en passe, tout ce que vous avez, toutes les choses qu'on a vues et qu'on a entendues sur ça, c'est réel, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est pas quelque chose c'est une réalité, donc les mecs qui sont en face de nous. C'est pas des gardes, je parle pas des gardes, des simples soldats. C'est quelque chose qui a été étudié, qui a été planifié, qui a été mis en œuvre par les soldats. C'est pas eux, ce qui est le plus choquant, c'est pas que ça soit appliqué, c'est que ce soit quelque chose qui a été étudié. Comme on étudie, je ne sais pas moi, l'histoire, la géographie ou autre chose. Ça a été étudié, comment arriver à déshumaniser une personne pour pouvoir en faire ce qu'on veut nous, pour en sortir ce qu'on veut. Donc ça, c'est un peu le volet. Est-ce qu'on continue sur le CICR? Le CICR, donc, je vais le définir en 2 mots. C'était des observateurs et des facteurs. Ils n'avaient aucun pouvoir ni à Kandahar, ni à Guantanamo. S'ils disaient un mot, ils étaient expulsés sur champ. Donc ils étaient là juste pour voir, pour regarder, mais ils n'avaient absolument aucune. Ils ne pouvaient rien faire. Ils remontaient les choses entre eux, je ne sais pas jusqu'à où ça allait, mais ils essayaient. Bon, moi j'avais écrit une lettre avec eux
Donc dès que la lettre elle arrivait, donc il y avait peut-être 95% des lettres qui étaient censurées. Mais voilà, juste qu'on en dit qu'on est vivant à la famille. Et donc, mais c'était leur rôle était plus dans le fait d'amener des informations aux familles, de lettres. Après, ils n'avaient absolument pas le droit de dire ce qui se passait à l'intérieur aux gens de l'extérieur, et nous dire ce qui se passait à l'étranger. Après, vers la fin, on connaissait un peu, il commençait à nous dire un peu ce qui se passait dès que ça bougeait un peu dehors. On parlait du comité industriel de mon frère. Il me disait que c'était à Washington, il me disait que ta famille était à Washington, donc c'est en train de bouger, les choses sont en train de bouger. Donc le rôle du CICR dans cette affaire, c'était observateur, et il faisait le relais des lettres entre nous et nos familles. Mais pas parce que c'est le partage de la lettre. Ils étaient vraiment en Ben, le CICR, c'était, moi je les ai connus, je les ai connus à Kandahar, donc c'était au début, c'était dans une base militaire, c'était l'aéroport de Kandahar, donc nous on a été enlevés au Pakistan après se transférer là-bas, donc on a subi plein de sortes de mauvais traitements, et là j'ai vu des gens arriver en civil avec la petite croix rouge, et on était un peu perdus, je ne comprenais pas ce qu'ils foutaient là, ils disaient non mais nous on est autre chose, nous on reprenait un peu nos esprits, on ne comprenait pas ce qui se passait, on avait des gens armés de partout, c'était la guerre dehors, donc forcément il y avait plein de tensions. Eux, ils essayaient de prendre un peu, comprendre un peu ce qui se passait, mais on était choqués psychologiquement, donc physiquement, puis psychologiquement, donc j'arrivais pas à Kandahar à comprendre un peu le rôle du CICR. C'est plus après que j'ai été transféré à Guantanamo, on a pu échanger un peu plus. Et là, voilà, j'ai compris que le CICR, c'était ça, c'était leur rôle principal, je pensais, c'était sous la Convention de Genève, c'est pas ça. Mais là-bas, à Guantanamo, c'était bien ça, sur le fait qu'ils envoyaient des informations à travers les lettres, et qu'ils observaient un peu en essayant de discuter un peu avec les Américains. Mais je sentais qu'ils étaient vraiment... Ils nous disaient, si jamais on essaye de nous plaindre de ce qui se passe ici, on va nous mettre à la porte. Donc forcément, ils étaient entre ça. Après, ça nous apportait, comment dirais-je, est-ce que ça me faisait du bien? Le fait de voir des gens de l'extérieur, bien sûr, forcément, ça me fait du bien, parce qu'on est coupé du monde entier. On est là, on ne sait pas ce qui va se passer, on a le facteur temps qui joue contre nous, on nous dit qu'on ne sortira jamais de là-bas, on n'a aucun accès, aucun avocat, ça c'est même pas la peine d'y rêver. Donc forcément, le fait de voir ces personnes arriver et de prendre un peu de nos nouvelles, ça fait du bon au cœur. Mais voilà, ça fait que ça. Donc ça fait partie. Et en même temps, ça fait du bien et du mal, parce que forcément, dès qu'on les voit arriver, ils viennent avec de l'espoir, ils nous réveillent cet espoir qui est en nous, mais cet espoir, dès qu'ils partent, cet espoir, c'est nous qui restons et qui le combattons. Donc, et l'espoir dans cet endroit-là, il est très mauvais conseiller. Si vous avez des questions. Non, mais moi, en fait, je ne connais pas très bien l'histoire. Et c'était savoir si on demande, on pouvait savoir comment tout est là-bas. Comment ça commence tout vite fait. Comment ça se fait que tu es là-bas, que tu finis après de l'autre côté. En 2 mots, c'est un peu tout. Dès que je parle de l'histoire, je viens avec du matériel et j'explique exactement parce que ça va vraiment, il faut du temps pour comprendre. Parce que même moi, j'ai mis 15 ans pour comprendre. Donc forcément, si je vous dis en 2 mots, on comprendra pas. Et ça va faire cliché. C'est-à-dire que toutes les affaires qu'on a maintenant, on va analyser par rapport à ça. Et ça va être faussé. Donc, et vu que ce n'était pas le propos de parler de mon histoire, mais si, mon histoire intéresse, je le fais, moi je le fais tout le temps avec les jeunes, que ce soit dans les centres sociaux ou dès que je suis à l'heure, j'explique mon histoire, je témoigne de ce qui s'est passé avec moi pour pouvoir éclairer sur les soucis qu'on a maintenant. Mais c'est vrai qu'il faut minimum 1 heure pour essayer d'esquisser un peu le trajet. En 2 mots, je ne peux pas. Si vous avez dit que je pourrais qu'on se concentre sur ce que madame a choisi pour nous. J'avais une petite question. Vous avez parlé des tensions avant Guantanamo? Ouais, à Kandahar. Okay. En fait, on était venu au Pakistan, les autorités pakistanaises nous ont remis aux autorités américaines, aux forces de sécurité américaines, qui eux nous ont transférés à Kandahar en Afghanistan. Vous avez passé combien de temps? À Kandahar, la notion de temps, je ne l'avais pas trop, parce qu'on était dans. Il n'y avait pas de. Je pense qu'à peu près on restait à 1 mois, 1 mois et demi.
Ok. Et trentaine à Guantanamo, c'est ça? Une trentaine de mois, 30 mois exactement. Deuxième question, vous parlez des sévices un peu que vous avez subis, et vous disiez que ce n'était pas les gardes, c'était des personnes spéciales entraînées pour ça qui viennent? En fait, j'ai rencontré il y a 4 mois le responsable de l'enquêteur principal qui était en place à Guantanamo à l'époque. Donc les choses que moi j'ai perçues et j'ai ressenties, lui nous a confirmé officiellement. Non, en fait, c'était les gardes, c'était des exécutants. En fait. Mais tout ce qui était là-bas, c'est pas des débordements. C'est ça que je veux dire. En fait, c'était pas ce qui se passait à Guantanamo, ce qui s'est passé en Irak. C'est pas un débordement. C'est pas des gardes qui se sont laissés à eux-mêmes. C'est des choses faites volontairement. C'est le fait de vouloir déshumaniser les personnes, c'est quelque chose de voulu. C'est quelque chose de réfléchi. C'est quelque chose d'étudié. C'est pas. Nous, ils ont essayé de nous dire que voilà, non, c'est pas les gardes. Les gardes vont en avoir. C'est déjà que les gardes sont bêtes et disciplinés. Ils appliquent ce qu'on leur dit. Et l'UT7S a été théorisé par cette philosophie avec le général Miller qui a été appliquée. Quelque chose par rapport à ça. Donald Rumsfeld à l'époque était secrétaire à la Défense, et donc il y a un fameux mémo qu'il a écrit et qui a été retrouvé, dans lequel il dit voilà, vous pouvez laisser les détenus debout. Moi-même, je travaille debout toute la journée, donc c'est pas si mal que ça. Comment dire, vous pouvez les soumettre à la chaleur, vous pouvez les soumettre au bruit, vous pouvez... Enfin, il y a plein de... Alors, il y avait des distinctions, ils n'appelaient pas ça évidemment de la torture, c'était des positions, stress positions, des positions stressantes. Ils avaient plein d'euphémismes légaux pour, quelque part, mais qui expliquaient bien les exactions qu'il y avait à faire. Il y avait tout un volet culturel. Donc, on savait bien que les gens issus, comment dire, du Proche-Orient, spécifiquement, avaient peur des chiens. Alors, on avait utilisé les chiens. Tous les sévices, comment dire, établis par rapport à la culture, les relations entre hommes et femmes qui sont au Proche-Orient très compartimentalisées. Tout ça, c'était, comment dire, c'était légiféré. Enfin, on va dire que c'était, comment dire, il y avait des normes qui étaient suivies. Et donc, par rapport aux soldats américains qui ont été poursuivis à Abu Ghraib, donc la fameuse Lindy England là, qui tient le type en laisse, moi j'ai interviewé ses parents. Elle travaille avant de commencer, elle travaillait dans une usine de poulet, je sais pas, de dépeçage de poulet. Elle avait aucune façon de connaître les codes culturels irakiens pour savoir torturer un Irakien par rapport à sa culture. C'était impossible pour elle. Donc quelque part, ça montre bien que les soldats vont appliquer certaines règles qui étaient établies dans l'eau. Voilà. Ça veut dire que, je ne vais pas continuer l'histoire non plus, c'est-à-dire que clairement à Abu Ghraib, le scandale qu'on a connu, les photos, c'est pas des actions des gardes, c'est vraiment des trucs. Absolument, absolument. Et l'avocat alors c'était Chris Frederick d'un autre garde d'Abu Ghraib a sorti le mémo de Rumsfeld, le fameux mémo que vous avez subi. Et il a été envoyé en poste en Alaska directement. Je veux dire, c'est quelque chose à l'époque qui est sorti, qui n'aurait pas dû sortir, mais qui maintenant fait monnaie courante. Tout votre dossier, sur le New York Times, on a le dossier secret, enfin, maintenant tout a été révélé grâce aux plaidoyers et aux organisations des droits de l'homme. Quand tu es sorti de Guantanamo, tu es reparti en France, tu as mis en prison en France, c'est ça que j'ai demandé? En fait, dès que je suis sorti de Guantanamo, j'étais remis, là j'ai vu sur la base aérienne de Guantanamo, donc il y avait les Américains qui étaient là, il y avait le CICR qui était là, pour parler du CICR, et il y avait les autorités françaises, l'armée française. Donc je passe devant le CICR et je dis est-ce que vous êtes consentant le fait qu'on vous remette aux autorités françaises? Ils le font ça surtout pour ceux qui sont des pays où ils sont susceptibles d'être torturés. Moi, je leur dis bien sûr, c'est moi qui vais. J'ai signé ça avec le CICR et je suis monté. Arrivé en France, on nous a mis en garde à vue. On nous disait voilà, vous êtes en garde à vue parce que vous étiez en Afghanistan. Bref. Mais ce qui s'est passé, c'est que les 3 fois qui sont venus la DST à Guantanamo, ils ont pris tout ce qu'on leur a dit. Nous, ce qu'ils savaient, tout le dossier qu'ils ont, c'est ce que nous, on leur a dit. Ils ne connaissaient absolument pas. Donc, ils se sont servis de ça et pour pouvoir nous mettre nous rentrer sous qui est association où on a traité en relation avec l'entreprise terroriste, qui est vaste, qui est super vague, c'est vague, donc on peut rentrer énormément de choses dedans.
Mais ça, on s'est rendu compte que c'était une exigence des Américains. Donc après, avec les mots qui sont sortis à Wikileaks, c'est sorti, c'est les Américains qui ont demandé comme garantie qu'on soit mis en prison en sortant de Guantanamo. Les Anglais ont refusé, tous les autres pays européens ont refusé, hormis la France. C'est le statut d'association de Exactement. Donc c'est ce contexte qu'on est encore en bataille judiciaire par rapport à ça. Donc, ça fait 10 ans qu'on voit maintenant le droit européen de l'Europe. On a été condamné une première fois, relaxé une deuxième fois, condamné en cassation de maintenant le droit européen de l'Europe. Vous parlez du général Miller. J'ai appris moi qu'il y a un an de ça, il y avait une plainte qui a été portée devant 2 ex-détenus de Guantanamo et de Hongrie, 2 Français, qui étaient convoqués en France, mais il n'est jamais venu. Et je voulais savoir aujourd'hui s'il est toujours en poste, ce qu'il en était. Non, il n'est plus en poste, il est à la retraite. Et il a été convoqué, ouais, c'est la plainte que nos familles ont faite en 2002 à l'époque, qui a été refusée en France, et c'était en cassation, c'est en cassation que ça a été obligé d'être instruit. Tout le monde a refusé d'instruire. Et ça a amené au fait qu'ils ont convoqué le général Miller, il a refusé de venir, il n'est pas venu du tout. Mais c'est encore en cours, donc il y a d'autres. Donc c'est beaucoup mon avocat qui se bat sur ça, avec l'association et le Rotterdam FIDH et une autre aussi, une allemande et américaine, que je n'ai plus le nom. C'est eux qui se battent, ils ont monté le dossier pour pouvoir. Ils ont fait toutes les preuves de tout ce qui se passe là-bas. C'est embêtant un peu au niveau des autorités françaises, mais la justice est face au fait accompli. Donc du coup, on a des freins un peu de partout. On a les avocats qui se battent par rapport à ça. C'est un combat, là, c'est David contre Goliath, c'est énorme, mais on lâche pas par rapport à ça. Bonjour, merci de prendre ce temps et de partager avec nous. J'aurais 2 questions. La première, à propos de la détention, quelles sont les stratégies de survie que vous avez pu mettre en place ou que d'autres détenus ont pu mettre en place à votre connaissance? Et la deuxième question, c'est ensuite, après tout ça, quel accompagnement, avez-vous vu un accompagnement divers qui vous a été proposé? Quel type de structure vous a proposé de vous accompagner, vous ou d'autres détenus par rapport à En termes de survie à Guantanamo, c'est vrai qu'au début, dès qu'on est arrivé, donc on est passé le Kandahar. Kandahar, c'est une base militaire ouverte avec des barbelés, donc on a des militaires qui sont sur les dents, des hélicoptères, des avions qui décollent à une quinzaine de mètres. Donc forcément, tout peut dégénérer d'une seconde à l'autre. Et ils sont sur les dents, donc c'est la guerre de mort. Donc là, on est en alerte maximum tout le temps. C'est-à-dire que d'une minute à l'autre, ça peut dégénérer. Et on peut se faire tuer, massacrer, parce qu'on est vraiment sur un front de guerre. À Guantanamo, c'est autre chose. Quand on arrive la première fois, on arrive dans le camp X-Ray. Le camp X-Ray, c'est un peu, pour ceux qui ont vu un peu les images, c'est des grillages, c'est grillagé. On est à l'air libre, on est face à la végétation. Donc, arrivé là-bas, on se dit, on a un peu d'espoir. On se dit que je pense pas qu'on va rester longtemps comme ça. On a un seau pour faire ses besoins et un seau pour boire et pour se laver. Donc, on se dit qu'on a un peu d'espoir. Mais dès qu'on voit qu'il y a des constructions qui se font, on a un peu de. Il y a des rumeurs qui tombent qui sont en train de construire un camp en béton un peu plus là, et qu'on réellement on est arrivé là-bas, on a eu, comment dirais-je, un coup au moral, un coup psychologique énorme. Et du coup, je disais tout à l'heure, en fait, il y avait des tortures banales, il y avait 3 types de tortures. Il y avait des tortures généralisées que tout le monde avait droit. Il y avait des tortures spécifiques qu'on soupçonnait qu'il y avait des informations, donc on était pris en charge par une équipe et voilà, ils avaient toute une panel d'action à mettre en place sur vous. Et après, il y avait les tortures psychologiques, en sachant qu'il y avait un bloc spécifique pour tous les détenus qui craquaient, tous les détenus qui perdaient raison. Et comment on fait pour résister, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas répondre à ça. Le seul truc que je sais, c'est que moi, je n'ai pas la solution. Par contre, j'ai combattu contre moi-même. Parce que dès que je me levais le matin, mon seul objectif que j'avais dans la journée, c'est d'arriver le soir en ayant toujours ma raison. En ne donnant pas c'était ça mon but. Et le soir, c'était pareil. Arrivant le matin, et en étant. En ne perdant pas la raison. Tout en sachant qu'il y avait plein de détenus qui craquaient. Donc, moi, j'avais des détenus qui étaient tout à fait normaux au début, et que du jour au lendemain, commençaient à se déshabiller, à se foutre des excréments partout. Et donc ça, c'était marrant. Je me disais, là, c'est bon, c'est ce qu'il faut.
contre moi, je me battais. En plus de 15 cellules d'un côté, 15 cellules de l'autre. Donc dès qu'on parlait, tout le monde entendait. Et donc lui, il s'est mis à parler, il a dit, bon écoutez, je vais vous expliquer, on va parler. Donc il a dit, il faut arrêter de penser à vos familles. Arrêtez de penser à votre vie que vous aviez avant. La vie que vous avez avant, mettez-la en suspens, elle n'existe plus. Vos familles, vos femmes, vos amis, ça n'existe plus. Vous avez une vie maintenant, elle se mesure à 1m30 sur 1m70. Ça va être ça, votre vie. Cette vie-là, vous allez l'aimer. Donc ils disent ce discours-là, donc moi je l'écoute en direct, je dis qu'est-ce qu'il est en train de dire. Vous allez l'aimer, vous allez faire votre sport dedans, vous allez vous cultiver dedans, vous allez apprendre des langues dedans, on a appris l'anglais, l'arabe, donc il y en a qui s'appellent l'espagnol, parce qu'il y avait différentes nationalités, et vous allez vivre comme ça. Sur le coup, dès que je l'ai entendu, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Je dis parfois, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Je suis ici, je besoin de me suicider, il me dit pour aimer ça. Mais forcément, mais ce discours-là, bizarrement, il m'a fait du bien. Il m'a aidé à accepter un peu accepter entre guillemets, parce qu'on n'accepte jamais, ça. Mais, je ne sais pas quel mot je vais pouvoir mettre dessus. Mais j'ai intégré, on va dire, cette problématique-là que je vivais à ce moment-là de ma vie, en disant voilà, je vais me mettre en mode survie. Je vais arrêter de penser, effectivement ça me fait du bien de ne plus penser à ma famille, de ne plus penser à ce qui se passe dehors, parce que c'est ce qui me faisait le plus mal. Donc en me mettant comme ça, en oubliant tout ça, en réduisant l'espoir au maximum. L'espoir, on ne va pas l'enlever, il sera toujours là. Mais en le réduisant au maximum pour ne pas avoir de déception. Chaque fois qu'on voit une délégation étrangère venir, on ne peut pas avoir cette déception qui a un impact qui peut être mortel. C'est un impact qui peut être mortel dans cette situation-là. Donc forcément, on essaie de prendre ces éléments-là pour pouvoir survivre. Et c'est un combat de toutes les minutes. De toutes les minutes, de toutes les secondes, on combat contre soi-même. Contre le fait de ne pas craquer, parce que tout est fait. Tout est fait pour pouvoir craquer. C'est-à-dire que Guantanamo, c'est une machine. C'est une machine qui a été mise en place. C'est une machine à créer de la haine, mais de la haine mortelle vis-à-vis des États-Unis d'Amérique et du monde occidental en général. Il faut résister à ça, résister à ces démons à soi, à la violence qu'on a en face de vous, au fait qu'on est un numéro, qu'on n'est plus humain, on est déshumanisé, on n'est plus humain, on est un numéro. Tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et venant pas d'un pays qu'on pourrait dire d'une dictature ou d'un pays venant des États-Unis d'Amérique, qui est une grande démocratie, il y a cette dimension-là qu'on n'arrive pas à accepter en fait. Que ces gens-là puissent vous faire ça vous en disant que mais normalement vous n'êtes pas comme ça, c'est pas vous qui faites ça. Et tout ça, c'est un processus qui prend du temps, qui m'a pris 15 ans, en fait 10 ans, on va dire 10 ans à pouvoir faire le tri, à pouvoir nommer les choses. Mais à ce moment-là, c'était un peu sur ce mode-là que je me suis mis personnellement, après d'autres de façon de faire, pour pouvoir survivre là-bas. Après, sur le fait, est-ce que j'ai été accompagné en sortant de prison? Absolument pas. En sortant de la prison de la santé, c'était la veille de l'Aïd, donc j'ai le surveillant qui vient qui me dit ouais, bon, tu prends tes affaires, je sors, j'ai cru que c'était une blague, c'était vrai. Donc je suis passé, j'ai dit au revoir à tous les détenus de la division 2 à l'époque. Et toutes les affaires que j'avais, je les ai distribuées, je suis sorti sans rien. J'ai gardé 2-3 souvenirs de Guantanamo, un short et une bricole que j'avais récupéré, que j'avais gardé précieusement avec moi. Et en sortant, je me suis retrouvé non. J'ai la prison qui était derrière moi, j'étais en plein cœur de Paris, et j'ai juste un message de mon avocat qui me disait de la rejoindre à un bar qui était à Langres. Et je l'ai appelé de là-bas, et elle m'a dit que mon frère et un ami venaient me chercher à Marne de. Donc je me suis retrouvé avec tout ce que j'ai subi, tout ce que j'ai vu, toute la violence des deux côtés que j'ai pu rencontrer, toutes les frustrations et les peines qui m'ont pu me traverser, les incompréhensions, tout seul, sans aucun accompagnement. Bizarre. C'était vraiment bizarre. Moi aussi, je dis ça, je me comprends pas, je comprends pas les côtés des fois. Donc pour mettre en prison, ils sont capables de le faire, mais pour pouvoir suivre, parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pu être une bombe à retardement. Je suis passé par Guantanamo, je suis passé par l'Afghanistan. Et à Guantanamo, je vous dis, c'est une machine à créer de la haine et de la frustration. C'est-à-dire que vous rentrez, vous êtes bien, vous sortez de là-bas, vous êtes une bombe à retardement. Il faut savoir que la plupart je n'ai pas de statistiques, mais beaucoup de gens que j'ai connus là-bas sont morts au front en Irak ou en Syrie. Donc des mecs qui n'ont jamais pu passer ce cap-là, de se dire voilà, je vais essayer de dépasser tout ça. Mais tout est fait pour ça.
Tout est fait pour au final vous sortir comme ça. On ne peut pas vous garder un chat ou un chien dans 40 jours dans un endroit et vous le piquez tous les jours. Le jour où, dans le noir, le jour où vous le lâchez, il vous saute à la gorge. C'est exactement ça. Donc forcément, moi, je suis sorti sans aucun accompagnement. J'avais une dame qui était formidable, que j'avais connue en prison, qui était psychologue, avec qui j'ai travaillé un peu, qui était psychiatre, qui j'ai travaillé un peu avec la pâte à modeler. Mais il faut savoir qu'en fait, même pour me livrer au psychiatre, je ne pouvais pas, parce qu'ils étaient à Guantanamo, ils étaient là pour me torturer. Donc forcément, dès que je suis sorti de là-bas, pour me mettre face à un psychiatre, à dépasser, me dire que non, peut-être que celui-là, il fait son. J'étais en mode défensif, j'étais toujours pour le même mode que j'avais enclenché dès que j'étais détenu. Donc forcément, j'ai dû mettre, pour voir un psychiatre, 10 ans. Enfin, pour voir, me lâcher un peu. Au départ, c'était dans le djihad, tout ça? Non, c'est plus compliqué que ça. Ok, ouais, c'est ça que je sais pas trop ce que vous ouais, non, en fait, c'est important. Si faut que j'expose ça, il faut vraiment que je rende, il va falloir vraiment du temps. Parce qu'avec tout ce qu'on voit maintenant, ça va rentrer dans une catégorie, et c'est pas ça, c'est pas le but de rechercher. Moi, ce que je veux partager, c'est la réalité de ce que j'ai vécu. C'est pas partager quelque chose qui est connu ou qui est vendu par les médias. C'est vraiment une réalité pour que les gens puissent se rendre compte qu'il y a différentes trajectoires et différentes façons de penser. Mais ça prend du temps. Voilà, c'est pas le sujet que je veux, par rapport à ce que vous avez dit. Des choses qui sont un peu peut-être régies par la colère, et comme vous dites, après quand on reste aussi longtemps dans un endroit où on démultiplie cette colère, comment ça se passe quand on sort, et comment ça se passe par rapport aux convictions qu'on avait sur des choses, tout ça? Franchement, en fait, c'est une question que je l'ai ruminée, je l'ai rêvée, elle m'a rongé pendant, c'était en 2000 que je suis parti, et là ça fait 15 ans. C'est tout ça, vu que je n'étais pas entouré, il y a des gens qui ont subi les conséquences de ça. C'est ma famille, mais les gens proches, ils ont subi peut-être des mauvais comportements, des choses dures de ma part, mais des choses que je ne mesurais pas à l'époque. Parce que je n'ai pas fait le travail dessus nécessaire pour pouvoir sortir tout ce qui était enflé en moi. Parce que, il faut savoir que j'ai fait ce bouquin en 2006, j'ai témoigné énormément de 2006 à 2007, et après je me suis dit, vous voyez que ça pesait énormément sur moi. J'ai dit, il faut que j'enfouisse ça au fond de moi et je puisse pour pouvoir me. C'était une erreur. Avec le temps, je vois que c'était une erreur. Je me rends compte que c'était une erreur. J'aurais dû peut-être, même si ça m'épuisait, l'affronter et pouvoir la dominer et la contenir. Parce que ça partira pas. Ce que j'ai vécu, c'est en moi, je suis marqué ça jusqu'à la fin de mes jours. Après, ce qu'il y a, c'est que je me disais moi aussi que voilà, c'était une époque, l'Afghanistan, les talibans, je me disais que c'était fini, qu'on allait passer à autre chose. Mais avec tous les événements et toutes les guerres qui sont déclenchées après, on s'est replongé dans ça. Et de plus belle, avec plus de gens qui partaient, donc forcément, j'étais malgré moi remis devant ça, et les gens venaient me voir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Donc forcément, ils voulaient mon avis par rapport à des événements qui se passaient. Donc j'étais obligé de me positionner. Et je savais que ma parole, elle pesait par rapport à ça. Elle pesait par rapport aux gens qui étaient perdus, par rapport à ces événements, et il fallait que je me positionne. Et j'arrive à déconstruire ça, à dire que voilà, c'est pas aussi simple que ça, il n'y a pas cette vision manichéenne des choses, qu'il y a des bons d'un côté et des mauvais de l'autre. C'est plus compliqué que ça. Et tout ça m'a amené toujours à faire une introspection sur moi, essayer de me comprendre pour que je puisse expliquer quelque chose, que les gens les comprennent. Sinon, je vais parler d'une chose, mais sans la comprendre. Donc, ce travail, je l'ai fait petit à petit, ça a pris 10-15 ans. Mais en termes de colère, tout est fait pour avoir de la colère. C'est-à-dire qu'en Afghanistan, par exemple, où je peux passer, tout est fait. Mais la colère, elle ne vient pas, c'est pas une colère, comment dirais-je, c'est pas une révélation. C'est-à-dire qu'on va prendre des injustices, on va prendre des faits réels, et on va travailler sur ces faits réels, et on va c'est ça la manipulation qui vient. Ce sont les faits réels, les injustices qui se passent à travers le monde. Et cette colère qui nous a traversé et qui nous a habité pendant cette colère, cette incompréhension. Parce que la colère, elle vient beaucoup de l'incompréhension. En fait. Je me disais, je suis face à des gens à qui j'ai rien fait. Mais eux me montrent la pire face de l'homme. Il fallait gérer cette incompréhension avec cette colère. Ça m'a traversé énormément. Mais après, il faut savoir que le cœur, c'est un organe qui ne peut pas pour moi, qui ne peut pas emmagasiner différentes
différentes sensations en même temps. C'est-à-dire que si je vais rester sur la colère, sur la vengeance, sur le fait d'avoir la haine et de pouvoir reprendre c'est quelque chose que je vais alimenter. Donc forcément, ça va m'impacter, ça va jouer sur moi. La première victime qui va être de ça, ça va être moi. Ça va être moi par rapport à une victime psychologique et physique. Et moi, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps d'haïr les gens, j'ai plus le temps de. C'est fini, c'est bon, j'ai ramassé ce que j'ai pas de temps. On m'a pris 5 ans de ma vie, j'ai été traité comme. C'est pas grave, c'est passé. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que déjà c'est le futur. Et avec tout ça, j'ai un passé lourd. Et ce passé lourd, il me revient tout le temps. Comme je vous disais, je suis toujours questionné. Donc forcément, comment je vais pouvoir arriver à faire bénéficier les gens qui sont autour de moi et ceux qui veulent savoir par rapport à ce que j'ai vécu et les événements qu'on vit maintenant. Comment on peut. Et c'est tout le cheminement que j'ai fait et la question que je me suis posée. Et je me suis dit, dans quoi je vais être le plus utile en sortant. La seule chose où j'ai tourné, je vais être le plus utile par rapport à mon histoire et à mon expérience de vie, c'est ça. Donc forcément, j'ai pris ce qui était mauvais, ce que j'ai connu en mauvais, que ce soit là-bas ou en Afghanistan ou à Guantanamo, pour essayer d'en faire bénéficier des gens qui sont en face de moi, des gens que je rencontre. Mais ça me fait du bien à moi en premier. C'est moi qui fait du bien, parce que j'ai connu ce qui est le plus mauvais sur Terre. C'est bon, j'ai pas besoin de faire je sais ce que c'est les bombardements, je sais ce que c'est la mort, je sais ce que c'est les gens mutilés, je sais ce que c'est. J'ai vu de mes yeux, c'est pas des choses que j'ai pas vécues, c'est des choses que j'ai vécues. Donc forcément, la violence, je la connais. Je sais où ça amène. En fait, je sais que certains discours, certaines, comment dirais-je, pensées amènent nous. Je l'ai connu peut-être trop tôt dans ma vie. Mais ça, j'essaie de transformer avec des jeunes, ou avec des moins jeunes, ou avec des papas ou des mamans avec qui je discute, qui veulent savoir, qui sont préparés sur ces questions-là. Je n'ai pas trop ce terme. Et pour porter un témoignage qui questionne, qui donne un peu d'espoir aux gens. Voilà. Mais c'était pas évident. C'était pas le chemin qui m'était tracé en sortant de Guantanamo. Normalement, en sortant de Guantanamo, je suis haineux à vie et je finis en Irak ou en Syrie avec c'était ça. Vous avez eu 3 visites de la DST, vous avez pu leur parler librement à ce moment-là. En fait, on peut imaginer que l'État français n'est pas d'une conscience de ce qui se passe là-bas avec les premières visites. Ils ne sont pas présentés en tant que DST, ils sont présentés en tant que représentants de l'entité française. Mais dès que je les ai vus, c'est pareil. Il y a l'espoir qui est venu. Et ils m'ont dit voilà, il faut absolument que tu parles avec les Américains, sinon, voilà, t'es cuit. Bon, comme ça, en termes crus comme ça, j'ai rien à cacher. Ce que j'ai, je peux le dire. Mais ils sont venus, ils ont fait leur interrogatoire, et après à la fin ils m'ont dit bon, nous on va la faire pour toi. Donc l'espoir qu'on a eu au départ, les commandants annoncé leur arrivée, il a été suivi d'un effondrement psychologique en fait. Ils sont venus 3 fois. Une dernière question. Ouais, est-ce qu'on sait combien de personnes ont été emprisonnées? Vous aviez-vous un contact avec les autres prisonniers? Est-ce qu'il y a des femmes emprisonnées à Guantanamo? Est-ce que vous savez ce qu'elles sont devenues après des femmes, je n'ai pas souvenir de femmes. Par contre, en détenu, j'ai pas le chiffre exact, mais ça varie entre 700 et 900. J'ai pas le chiffre exact. En tout ou en tout? Qui sont passés par la base. Là, il n'en reste pas énormément parce que Obama a fait le ménage avant de passer le pouvoir. Puis il avait pour mission de la fermer, donc il n'est pas arrivé. Donc pour ouvrir, ils ont fermé ses employés, la capacité de la fermer. Mais il en reste quelques-uns là-bas. C'est compliqué parce que ces gens-là, en fait, on a gardé pendant 1 an cette affaire. Il y en a qui sont 15 ans qui sont là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Malgré que ces gens, ils sont innocents à la base, mais qu'on a gardé pendant tant d'années, qu'on a torturé pendant tant d'années. S'il sort et qu'il prend les armes, c'est une suite logique de ce qu'on lui a fait. Et ils sont face à ce dilemme-là. Comment on fait? Donc il y en a, la plupart ont été libérés, il y en a qui auront fait leur vie, d'autres qui n'ont pas fait leur vie, qui ont terminé leur vie sur des chantiers, sur des champs de bataille. Mais c'était une catastrophe, dans tous les points de vue. C'est-à-dire que les Américains eux-mêmes le reconnaissent. Bon, Trump, il est sur une autre logique, parce que les soins de nuage, c'est sur une autre vision. Mais les spécialistes américains le reconnaissent, c'est une catastrophe et pour le monde occidental en général. C'est-à-dire cette image du barbu en orange qu'on torture au nom des droits de l'homme,
c'était une catastrophe. Ça a été repris par tous les groupes djihadistes et tous les groupes en Moyen-Orient qui, dès qu'ils décapitent un occidental, ils lui coupent la tête avec pyjama orange. Tout le symbole est là. C'est-à-dire, en fait, dès qu'on regarde ça, c'est qu'on est comme vous, on est pareil. Le message est là, on est pareil. Vous pouvez vous vanter, vous targuer d'avoir les droits de l'homme, de mettre la dignité. Mais vous êtes pareil, c'est la même chose. Au final, c'est pareil. Vous avez des contacts avec les personnes qui ont été... Enfin, vous avez retrouvé des gens non, j'avais des contacts avec les Français, parce qu'on était 6 Français. Il y en a un qui malheureusement est décédé. Il faut savoir aussi qu'à Guantanamo, on a eu tout une palette de tests médicaux qui ont été faits sur moi. Ils ont essayé tous les médicaments qu'ils n'ont pas essayé aux États-Unis. Ils ont été leur cobaye gratuitement. Ils ont tout essayé. Donc, exactement. Bon, c'est tous les vaccins qui ne sont pas essayés sur les gens, les médocs. Donc forcément, il y avait des équipes, avec toute une équipe de médecins, et ils attendaient la réaction qu'on faisait. Donc il y en a qui réagissaient mal, je pensais que c'était pas compliqué, mais ils ont essayé énormément de médicaments sur nous, et il y a des gens, il y a beaucoup de détenus que je suis en contact qui ont eu des problèmes de santé. Inexpliqués. Voilà. Mais dès qu'on est à 35 ans, on déclare les maladies qu'on doit déclarer normalement à 60 ans. Je vous remercie beaucoup. Merci.